Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paul Touvier, cet ancien fonctionnaire antisémite et collaborationniste du régime de Vichy. Il sera condamné à mort en 1946 et en 1947 pour un des nombreux crimes commis en tant que chef de la milice lyonnaise durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, dont l'exécution de 7 juifs au cimetière de Rieux. Issu d'une famille savoyarde catholique et nationaliste, Paul-Claude-Marie Touvier est né le 3 avril 1915 à Saint-Vincent-sur-Jabron, dans les Alpes de Haute-Provence. Il est le fils aîné de 11 enfants, 5 garçons et 6 filles, de François Touvier, militaire pendant 18 ans, et d'Eugénie Roumeau, qui meurt en 1931 en mettant au monde son dernier enfant. Le 4 septembre 1937, à l'âge de 22 ans, il épouse une jeune chambérienne, Joséphine Charletti, avec qui il aura des jumeaux, Josette et François, nés le 18 mai 1938. Malheureusement, sa femme mourra le 20 juin de cette année et Josette le 22 août. Il s'engage au sein du Parti social français, une formation de droite nationaliste conservatrice dirigée par François Delarocque. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il vit toujours à Chambéry. Au sein de la 8e division d'infanterie nord-africaine, il participe à la guerre où, à la suite du bombardement de Château-Thierry, il est retrouvé errant. Il revient en 1940 à Chambéry et adhère à la Légion française des combattants en octobre en tant que responsable de quartier. La vie de Touvier prend un nouveau cours avec la création du service d'ordre légionnaire, le SOL, et de la milice, dans lesquels son engagement répond, pour l'historien René Raymond, à un désir réel d'ascension sociale, mais surtout à ses convictions idéologiques. En mars 1943, il bénéficie du premier stage de l'école des cadres, où sont détectées ses qualités de policier. Il est chargé du 2e service de la milice en Savoie. Son zèle à monter des expéditions punitives contre des établissements de sympathie gaulliste lui permet d'être remarqué. De la Savoie, Touvier est appelé à Lyon, où il devient tour à tour équipier national, chef régional de la milice, couvrant 10 départements, inspecteur national et, en janvier 1944, chargé de mission au secrétariat d'État au maintien de l'ordre. La politique et la police politique apportent à Touvier la réussite sociale. Chef régional du 2e service de la milice à Lyon en 1944 et antisémite, il participe activement à la persécution des Juifs et à la lutte contre les résistants. Le 10 janvier 1944, la milice française, dont Paul Touvier dirige le 2e service, arrête à son domicile de Caluire-et-Cuire Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme, alors âgé de 80 ans, et son épouse Hélène. Ils sont assassinés. Sur le corps de Victor Bache est retrouvé un écriteau laissé par les miliciens sur lequel était inscrit « Terreur contre terreur, le juif paye toujours. Ce juif paye de sa vie l'assassinat d'un national. À bas de Gaulle, vive la France ». Ensuite, Paul Touvier infiltre la résistance. Il interroge des prisonniers, dirige des rafles, pille des biens et venge l'exécution de Philippe Henriot en faisant fusiller à Rieux-la-Pape le 29 juin 1944 7 juifs qu'il a personnellement choisis sur une liste de détenus. Ayant obtenu le surnom de chef Touvier, il fréquente l'abbé Stéphane Vauterin, qui s'invente un titre d'aumônier de la milice lyonnaise et qui exerce son ministère auprès des tortionnaires et des torturés. Cependant, et selon l'Église, Touvier, en dehors de ses relations personnelles avec l'abbé Vauterin, ne peut se prévaloir à aucun moment ni à aucun titre de relations privilégiées avec l'Église durant cette période. En décembre 1943, à la demande de la Gestapo, Paul Touvier et ses miliciens attaquent une synagogue où se cacheraient des juifs. Sur place, ils trouvent seulement un couple de gardiens. Ils les arrêtent devant leur jeune fille. Celle-ci identifiera Touvier des années après. Le couple sera déporté à Auschwitz, d'où il ne reviendra pas.
Lors de son procès en 1994, il est révélé un carnet intime de Paul Touvier pour l'année 1985-1986 avec des annotations sur des personnalités. Après une émission d'Anne Sinclair qui avait invité Elisabeth Badinter, il écrit une ordure juive. Concernant le film Max mon amour avec l'actrice Charlotte Rampling, il est noté en rouge « cinéma juif ». Pour sa part, Gilberte Duc, son ancienne secrétaire en 1944, décrit Touvier comme hautain, dur, cassant, orgueilleux et antisémite. Son ancien chauffeur, Jean-Lucien Feuze, cite Paul Touvier après l'assassinat du couple Bache. « Nous les avons eus, ces sales juifs. » En août 1944, alors que l'Allemagne nazie est sur le point de capituler, Touvier reste au siège de la milice lyonnaise, 5 impasse Catelin. Il ne suit pas les Allemands, se croyant protégé grâce à ses contacts avec la résistance modérée. Il veut jouir d'une petite fortune mal acquise. L'abbé Stéphane Vautrin le conseille et obtient de lui la libération de prisonniers. Durant les mois de juillet et août, Touvier va libérer par petits groupes les prisonniers qui lui sont confiés, pensant ainsi accumuler les actes favorables à la résistance. À l'heure de la libération de Lyon, le chef du 2e service de la milice sait pourtant ce qu'il attend. Lui sont reprochés, entre autres, sa participation à l'assassinat des époux Bache, ainsi que l'exécution de 7 otages juifs à Rieux-la-Pape. Il y a aussi des arrestations et des déportations. Traqué, Touvier trouve son premier refuge chez l'abbé Stéphane Vautrin, habitant sur la colline de Fourvière. Celui-ci le cache sous un faux plancher pendant que des résistants fouillent la maison. Touvier réussit à quitter la ville en emportant, semble-t-il, une somme de 300 000 francs de l'époque, provenant du trésor de la milice lyonnaise. Durant cette première cavale, Touvier change pour la première fois d'identité et emprunte celle de son beau-frère, Albert Gaillard. Une pension de famille, achetée 300 000 francs, offre un abri à Touvier à Montpellier. Il peut y loger sa famille qui est alors composée de son père, ses frères et sœurs, son beau-frère et son fils François, âgé de 6 ans. Il se retrouve ensuite à Seignac, puis à Boutancourt dans l'Oise, où des membres de sa famille sont arrêtés par les gendarmes. Ceux-ci ne s'intéressent pas à Touvier, lequel présente des papiers au nom de Claude Trichet, architecte à Valence. Le 10 septembre 1946, Paul Touvier est condamné à mort par contumace par la Cour de justice de Lyon, juridiction spéciale mise en place à la Libération, et le 4 mars 1947 à la même peine par la Cour de justice de Chambéry. Le 3 juillet 1947, il est arrêté à Paris, où il a tenté quelques vols à main armée, dont un dans une boulangerie, et comploté avec d'autres rescapés de l'épuration avant d'être dénoncé. Devant les policiers qui l'interrogent, le double condamné à mort trahit ses amis, dont Stéphane Vautrin. À la fin des interrogatoires, avant d'être expédié devant le peloton d'exécution à Lyon, il profite d'un défaut de surveillance pour s'évader, dans des conditions suspectes donnant à penser qu'il a pu bénéficier de complicité. Le fugitif frappe alors à la porte des églises à Paris, d'abord à Sainte-Clotilde, puis à Saint-François-Xavier et à l'abbaye de la Source, chez le père Olphe Galliard. On perd sa trace. En août 1947, à 32 ans, dans une chapelle de la rue Monsieur-le-Prince, il est marié clandestinement à une jeune femme de 21 ans, Monique Berthet, qu'il a rencontrée à Paris, par l'abbé Pierre Dubin, aumônier des prisons. 2 enfants naissent, Chantal en 1948 et Pierre en 1950. Dans les années 50, il se cache à Chambéry, dans la maison familiale des Charmettes, sous une fausse identité et avec le soutien de certains milieux catholiques. Il y trouve le soutien de l'abbé Tissot, premier vicaire de la cathédrale. Le curé de la paroisse du Sacré-Cœur, le père Eugène Morel-Chevillier, lui apporte aide et assistance. Lorsqu'un danger semble menacer la famille, toujours recherchée, elle trouve refuge auprès du clergé régulier. Séjour au couvent des Dominicains d'Évreux, à la Chartreuse de Portes dans l'Ain, l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes dans la Sarthe, etc. Il est également évoqué des séjours à l'abbaye d'Hautecombe, en Savoie.
Un communiqué a été publié le 29 mai 1989 par le père Abbé pour protester contre ces affirmations, indiquant d'une part que Touvier n'a jamais séjourné à l'abbaye d'Hautecombe, même s'il a eu des contacts personnels avec le père Édouard du Priez, abbé de ce monastère jusqu'en 1978, et d'autre part que le père Michel Pascal, actuel abbé d'Hautecombe, et toute la communauté récemment informée réprouve énergiquement les actes dont Paul Touvier est accusé et les idéologies qui les ont suscités. En 1992, des historiens dirigés par René Raymond remettent le rapport Paul Touvier et l'Église au cardinal Albert Descourtés. L'abbaye d'Hautecombe est bien citée dans celui-ci pour appartenir au réseau de soutien ecclésiastique. Le rapport explique: outre Fongombault, qui maintiendra à Paul Touvier son appui fidèle jusqu'au bout, comme en témoigne la démarche parallèle à celle du prieur de la Grande Chartreuse, Hautecombe et Solesmes complètent le carré des communautés monastiques où le fugitif est accueilli de temps à autre pour des séjours toujours brefs et où il sait pouvoir compter sur des amis sûrs. Une anecdote surprenante est à noter. En effet, il rencontre le chanteur Jacques Brel et travaille pour lui au milieu des années 60, sans lui révéler sa véritable identité, se faisant alors appeler Paul Berthet, notamment en produisant avec lui un disque 33 tours d'éducation sexuelle pour les jeunes chez Philips, sorti le 27 avril 1967, intitulé « L'amour et la vie », et pour lequel Brel lui permet l'utilisation gratuite d'une de ses chansons. Ce disque est alors très bien accueilli par la presse. Brel apprendra seulement 5 ans plus tard à qui il avait fait confiance et avec qui il avait tissé au fil du temps de réels liens d'amitié. Les années passent et pour l'ancien condamné à mort en 1967 arrive l'heure de la prescription de ses condamnations. Il reste cependant à vie sous le coup d'une interdiction de séjour dans la région de Lyon et de la confiscation de tous ses biens. Durant des années, Touvier consacre son énergie et ses relations ecclésiastiques à obtenir sa grâce auprès du président de la République, avec la volonté de recueillir sa part d'héritage, ce que les peines accessoires lui interdisent. L'élément clé de cette opération est Charles Ducaire, ancien secrétaire du diocèse de Lyon et proche collaborateur du cardinal Jean-Marie Villot. La rencontre a lieu en 1957 par l'intermédiaire de l'abbé Dubin. Personnellement ému par l'histoire de sa famille et par son témoignage, il fait de la grâce de Paul Touvier la grande affaire de sa vie. Avec lui, le père Blaise Arminjon, provincial des Jésuites, entretenant avec Touvier une correspondance suivie, et André Poisson, supérieur de la Grande Chartreuse. Grâce à ce réseau de relations, il parvient à obtenir une grâce du président Georges Pompidou le 23 novembre 1971. Cette mesure est rendue publique par l'Express, dont un journaliste, Jacques Desrogui, enquête de longue date autour du fugitif et déclenche une tempête. Des victimes déposent de nouvelles plaintes pour crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Les associations de résistants portent plainte le 9 novembre 1973 contre Touvier pour crimes contre l'humanité, ce que justifie l'assassinat des époux Bache et la fusillade des Juifs à Rieux-la-Pape. Craignant l'arrestation, Paul Touvier disparaît de nouveau. Par ailleurs, les maoïstes de la gauche prolétarienne condamnent Touvier à mort en 1972. Ils rendent publique cette sentence par le biais de leur journal et chargent la nouvelle résistance populaire de l'exécuter, mais Touvier n'est déjà plus là. Le 27 novembre 1981, la juge d'instruction Martine Anzani lance contre lui des mandats d'arrêt. Paul Touvier fait paraître en 1984 dans le Dauphiné libéré des remerciements nécrologiques à la suite de son pseudo-décès pour tenter de faire diversion, mais les poursuites restent ouvertes. Devant l'insuccès de la police à retrouver Touvier, c'est la gendarmerie nationale qui est assignée par le juge d'instruction Claude Grelier à reprendre l'enquête début 1988. La persévérance d'un officier de gendarmerie, Jean-Louis Recordon, féru d'histoire et passionné par cette traque hors du commun, a finalement raison de ce réseau de complicité. De nombreux couvents ou monastères reçoivent Touvier et sa famille en fuite. La Grande Chartreuse, dans l'Isère, emploie en 1972 un secrétaire qui se fait appeler Paul Berthet, du nom de sa femme.
Les Touviers ne cessent de changer de lieu, vivant dans la crainte d'une trahison. Les juges d'instruction Martine Anzani puis Claude Grelier croient plusieurs fois avoir localisé les fugitifs. Le 15 mars 1989, une enquête du Canard enchaîné met en cause les Chevaliers de Notre-Dame, fondés par Gérard Lafont, et fait le rapprochement avec la troupe scout de Stéphane Vauterin, qui s'est autoproclamé aumônier de la milice de Lyon en 1943. Le journal satirique rappelle que le père de Gérard Lafont, Jean Lafont, ancien directeur du journal de Rouen, a été accusé de collaboration à la Libération. Son autre fils, Étienne Lafont, commandeur de la Légion d'honneur au titre de la Résistance, est un rescapé des camps de Buchenwald. L'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame est à l'origine d'une association autonome, la Fraternité Notre-Dame de la Merci pour l'aide aux prisonniers et à leurs familles. C'est à ce titre que le président de cette association, Jean-Pierre Lefebvre, ancien Waffen-SS de la division Charlemagne, a aidé financièrement Touvier et sa famille. Avec l'accord du juge Jean-Pierre Guetty, le colonel Recordon place sous écoute téléphonique les principaux dirigeants des Chevaliers de Notre-Dame, y ajoutant Gérard Lafont et Jean-Pierre Lefebvre. À la suite de l'article du Canard enchaîné et du trouble provoqué par cette affaire parmi les Chevaliers de Notre-Dame, les gendarmes engrangent assez d'informations pour passer à l'action. Le 22 mai 1989, les forces de police investissent l'abbaye de Visques dans le Pas-de-Calais, sans qu'il soit trouvé de traces de Touvier, puis le domicile de Jean-Pierre Lefebvre. En suivant la piste de l'argent versé par la fraternité, les gendarmes remontent à Geneviève Penou, ancienne secrétaire de l'abbé Dubin, lequel avait marié l'ancien milicien en 1947 et lui a apporté par la suite un appui constant. Geneviève Penou est responsable de l'aumônerie de l'éducation spécialisée, un organisme rattaché à la Conférence des évêques de France et logé par le Secours catholique. Une quarantaine de gendarmes investissent l'abbaye traditionnaliste de Saint-Michel-en-Brenne, où une partie des bagages de Touvier se trouve encore. Après des aveux de l'aumônier de cette abbaye, il sera finalement arrêté le 24 mai 1989 au prieuré traditionnaliste Saint-Joseph à Nice. À la suite de cette arrestation, Touvier confiera sa défense à maître Jacques Trémollet de Villers. Le 13 avril 1992, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris rendra un non-lieu basé sur l'interprétation de la définition du crime contre l'humanité donnée par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 décembre 1985 à propos du procès Barbie. Celle-ci précisait que le crime devait avoir été commis au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique. Le tribunal considéra que, Vichy n'ayant pas pratiqué une telle politique, ses fonctionnaires ne peuvent être jugés comme ceux du Troisième Reich. De plus, Vichy ne définissait pas les Juifs comme des ennemis de l'État. Une vive émotion s'ensuit, d'autant que les trois juges de la chambre d'accusation étaient connus pour leur sympathie de droite et s'étaient inspirés explicitement des écrits de Trémollet de Villers tendant à réhabiliter le régime de Vichy. Le procureur général de la Cour d'appel de Paris, Pierre Truche, forme alors un pourvoi contre cette décision auprès de la Cour de cassation. Celle-ci casse l'arrêt de non-lieu le 27 novembre en se basant sur l'article numéro 6 du statut portant création du tribunal de Nuremberg, Touvier étant donc complice de la Gestapo. Il comparaît devant la cour d'assises des Yvelines à Versailles du 17 mars au 20 avril 1994 pour complicité de crimes contre l'humanité. Les débats provoquèrent de la gêne. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation supposait qu'on pouvait poursuivre un Français qui avait commis un crime pour le compte de l'Allemagne, mais que si ce Français n'avait fait qu'obéir à Vichy, il était absous. Cet arrêt entraîna un renversement du mode de preuve. Depuis 20 ans, l'accusation avait réuni des preuves que Touvier agissait sur ordre de Vichy, et Touvier se défendait en disant qu'il n'avait agi que sous la contrainte du chef de la Gestapo. Finalement, c'est cette défense qui servit à le faire condamner. De plus, des témoins qui avaient affirmé lors de l'instruction que Touvier agissait de son propre chef ou appliquait des ordres de Vichy dirent au procès qu'il obéissait aux Allemands. L'extrémisme idéologique certain de Touvier facilita les choses, avec l'accès à son journal de fuite, découvrant son antisémitisme. Enfin, la gêne venait aussi du fait que la définition du crime contre l'humanité retenue exonérait les fonctionnaires de Vichy et escamotait le débat sur la nature du régime de Vichy.
Pour le journaliste Éric Conan et l'historien Henri Rousseau, Paul Touvier a été condamné, et c'est bien ainsi. La France aura eu son procès pour crime contre l'humanité. On ne l'accusera plus de fuir son passé, à moins de se montrer d'une mauvaise foi considérable. Il n'en reste pas moins que Paul Touvier a sans doute été condamné sur un mensonge. Il est vrai que c'était le sien. Au terme des débats, Touvier sera condamné, comme Klaus Barbie, à la réclusion criminelle à perpétuité le 20 avril 1994. Le 1er juin 1995, son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Paul Touvier meurt d'un cancer de la prostate généralisé à la prison de Fresnes le 17 juillet 1996 à l'âge de 81 ans, après le rejet de ses recours en grâce auprès du président de la République. Le 25 juillet, une messe est célébrée pour ses obsèques à Paris, en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Le prêtre traditionnaliste Philippe Laguérie y exprime son soutien à l'ancien milicien en fustigeant la Troisième République, les médias, la partie civile, la LICRA et minimise les responsabilités de Touvier en le présentant comme une âme délicate, sensible et nuancée. Le prêtre déclare qu'il vaut mieux tomber entre les mains de la justice de Dieu qu'entre celles des hommes qui ne pardonnent jamais, même 50 ans après. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.